Il décède quelques années après en laissant deux fils ainsi connus, Andrea Pad et Victor Saliba. Ce dernier sera adopté par son oncle camionneur à l'asile, là où il commence à travailler très jeune, 14-15 ans on va dire, en tant que berger. Vers l'âge de 18 ans, l'oncle camionneur se porte pour lui garant auprès de la société Berman, permettant à Victor d'acheter son propre camion. Un acte audacieux, mais risqué. C'est avec ce camion qu'il débute son parcours dans le transport. Victor prend alors des risques considérables, tant sur le plan financier que personnel, en se lançant dans ce secteur à l'époque. 30 ans après, ses premiers pas dans le métier, il devient propriétaire de 3 camions. Une réussite qui semblait inimaginable pour un homme qui au départ n'avait ni richesse ni relation. À Port-au-Prince, où il s'installe quelques années plus tard, en même temps qu'il conduit son camion à la rue Magasin Puta, il ouvre un magasin de pièces de machines, de pièces de voitures pour compenser le manque de disponibilité des pièces de voitures sur le territoire. Sa passion pour les affaires et son sens aigu du commerce l'amène à ouvrir, 60 ans après son arrivée en Haïti, un magasin de voitures en partenariat avec un autre entrepreneur sous le nom de Automéca. C'est un tournant important de sa carrière symbolisant principalement son succès. Et, à ce même âge, c'est la première fois que Victor Saliba a pu prendre un avion pour voyager à l'étranger. Chers amis, bonjour. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager à cet espace de vérité, de questionnement, d'ouverture d'esprit sur ce sujet assez intéressant, le risque. Précédemment, je vous ai raconté l'histoire un peu méconnue de l'homme à succès de la société haïtienne. Un élément clé de l'histoire est ressorti, le risque. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous tous, vous connaissez peut-être Automéca. Vous avez déjà entendu parler d'Automéca, mais vous n'avez pas encore entendu parler de Victor Saliba. Comme je vous l'ai raconté tantôt, Victor Saliba, c'est un monsieur d'origine syro-libanais. Bon, à l'époque, on disait que c'était des Syriens parce qu'à l'époque, il y avait la Palestine, le Libye, la Syrie qui faisaient une pièce. Mais maintenant, avec l'évolution, c'est vers les débuts du XXe siècle, vers la fin du XXe siècle, et ces pays se sont divisés pour donner ces différents territoires. Et aujourd'hui, on parle que ce sont des Libanais qui sont arrivés en Haïti, comme bien d'autres Libanais qui sont arrivés en Haïti. Ces gens-là, tout comme Victor Saliba, sont arrivés en Haïti, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas de relation, la société avait des préjugés à leur égard, et ils ne pouvaient pas s'intégrer facilement parce qu'ils ne connaissent pas la culture. Mais c'était des gens qui avaient une vision et qui avaient des objectifs et qui se battaient pour leur vie. Parce qu'à l'époque, il y avait des guerres intestines dans leur pays, donc ils ont laissé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, ils ont laissé pour pouvoir trouver un territoire pour se réfugier. Ils se battaient pour leur vie. Ils se battaient pour leur vie. Arrivés en Haïti, ces Syriens, ces Libanais, ils ont commencé à entreprendre le commerce. C'est dans le commerce qu'ils ont construit tout ce qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir être parmi ceux qui ont le monopole économique du pays, qui ont les plus grandes entreprises, qui ont les plus grandes sociétés de commerce en Haïti. Ces gens-là, ils ont commencé à avoir des petits commerces, ils avaient des pacotilles. On appelle ça à l'époque des pacotilles. Des choses comme on appelle des pépés. Ils vendaient au centre-ville. Ils n'avaient pas de grande maison. Ils se sont mis ensemble, ils étaient camionneurs, ils se sont mis ensemble et aujourd'hui pour avoir ce parcours. Ils ont subi l'injustice que, bon, on ne va pas appeler ça l'injustice parce qu'à l'époque il y avait une certaine culture en Haïti, on ne voulait pas intégrer ces personnes facilement. Les Haïtiens, vous savez, nous avons une certaine réticence à accepter l'étranger, l'inconnu, tout ça. Donc, eux-mêmes, ils ont subi tout ça. On ne voulait pas leur accorder la nationalité haïtienne, on ne voulait pas leur donner accès à des espaces sociaux,
on ne voulait pas leur accorder certains privilèges au niveau de la société. Et on dit aujourd'hui même aussi que les femmes haïtiennes ne voulaient pas se marier avec ces gens. Et Victor Saliba est de deux. Pourquoi? Il était chauffeur de camion. Bon, ça, il est chauffeur de camion, il n'est pas trop bien soigné, tout ça. Et puis c'est blanc, ça vient de la Libye, tout ça. Les femmes, ils étaient réticentes. Ouais, il s'est marié quand même, mais avec une femme d'origine libanaise, tout comme lui. Et c'est ainsi que ce monsieur a fait son parcours dans la société haïtienne. Il n'est plus aujourd'hui, mais ses enfants sont encore là. Les Saliba, ils sont encore dans la société haïtienne et ils occupent une place importante dans l'économie. Automeka existe encore et ceci avec beaucoup d'impact sur la société haïtienne. Pour nous rentrer bien dans ce sujet, nous raconter une histoire. Victor Saliba, comme exemple de plusieurs autres histoires que Dakar a racontées nous et que Dakar a invité nous réfléchir sur. Tant pour nous dire, c'est des gens qui vivent dans la société, ils n'ont pas gagné ni relations sociales, ni amis, ni gens qui ont fait une faveur, ni gens qui ont épaulé, on ne va pas parler de faveur, mais encore de gens qui ont épaulé, ils ont fait ça pour faire pour intégrer la société. En plus, le poids de la politique a empêché d'avancer, a bloqué. On refusait beaucoup de choses à ces gens à l'époque. On leur refusait le passeport, on leur refusait la nationalité, on leur refusait l'accès à des espaces, et l'école, tout ça. Ils ont travaillé. On m'a même raconté que Victor Saliba et Saoul Saliba, pour pouvoir, donc c'est pas Saoul Saliba, non, c'est Victor Saliba, pour pouvoir envoyer ses deux enfants à l'école, il a dû inscrire un sur un autre différent de son propre notre famille et l'autre sur son autre famille pour que si on n'accepte pas l'un, on puisse accepter l'autre à l'école pour pouvoir intégrer la société. Et vous savez le rôle de l'école dans l'évolution d'une société. Tout cela nous amène à comprendre le risque que l'on doit prendre pour se battre et se battre pour sa vie personnelle. Et quand on se bat pour sa vie personnelle, forcément, on s'investit dans un combat pour la vie d'une société, pour l'existence d'une société. Et je pense que quand j'ai reçu l'invitation pour vous entretenir un peu sur ce sujet, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis rendu compte qu'on est tous là parce qu'on a pris des risques. Et moi aussi, je suis là juste en mesure de vous parler parce qu'on a pris des risques. Pour le théorie, nous allons essayer de mettre une définition sur ce qu'est le risque. Nous allons dire que le risque, c'est l'incertitude associée à nos choix et actions de tous les jours qui comportent à la fois la possibilité de gain ou de perte et de perte. Le risque, c'est l'incertitude associée à nos choix et actions de tous les jours qui comportent à la fois la possibilité de gain et de perte. Nous avons parlé d'incertitude, nous avons parlé de choix, d'action, de possibilités que nous gagnons ou nous perdons. L'incertitude, c'est ce sur quoi nous n'avons pas le contrôle. Par exemple, Saoul Saliba, il pouvait prendre un bateau, venir en Haïti, mais il ne savait pas ce qui l'attendait, c'est l'incertitude. Il ne savait pas s'il n'allait pas avoir de naufrage, s'il n'allait pas être accidenté. Celui qui a pris l'initiative d'être camionneur, il va connaître qui joue ta fait un accident un jour, qui joue ta séparé de foyer, de famille, est-ce que tu n'as pas ton objectif, est-ce que tu n'as pas ton rêve, est-ce que tu as arrivé à faire éducation petite, est-ce que tu as arrivé de la regarder si vous avez ainsi pour nous construire un patrimoine qui est plus d'une cinquantaine d'années à l'intérieur de la société, et on voit le patrimoine, à quoi on peut se référer pour construire notre patrimoine dans ce pays. Donc, c'est marge de manœuvre que nous n'avons pas gagné, que nous n'avons pas contrôler, ce choix avec action que nous avons fait dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous faisons des choix, nous faisons des actions. Et ça, parce que nous sommes des êtres actifs. Nous allons à l'école là, son choix de faire pour l'école. Nous allons au travail, son choix de faire pour le travail. Nous allons à l'école là, tout son choix. Son action et tout. Maman nous à l'école, nous décidons de pas à l'école. Son action, nous allons à l'école. Avant oui, nous allons à l'école. Hein? Vous voulez à l'école? Vous voulez à l'école là?
Bon, je le disais, c'est parce que tout le temps, les petits jeunes ont dit, ouais, pas à l'école, on fait 14 ans d'école, pas à ça, on fait 14 ans d'école, mais en mesure où vous réfléchissez pour critiquer l'école. Parce que c'est l'école qui a réfléchi pour faire critiquer le tout. Lorsque vous faites des exercices, n'allez pas attendre un retour immédiat sur les exercices que vous faites. Allez plutôt comprendre pourquoi et comment c'est l'exercice que je fais à modeler mon esprit pour que je puisse être en mesure aujourd'hui de réfléchir. C'est parce qu'on va à l'école, qu'on lit qu'il faut raisonner les bagages EEST avec les lettres EESU. C'est parce qu'on à l'école qu'il faut faire différence. Sinon, tes parents, ils peuvent être tout bête d'apprendre ça, mais il n'y a pas de méthodologie avec patience pour apprendre, pour faire des routines pour vous. C'est ça que fait. Les gens qui ont fait 14 ans à l'école, ils vont à l'école, etc. Moi, je dis que c'est de l'argent perdu. Et éviter de retrouver une situation qui a fait le fait comme ça. Et si vient notre première question à l'intérieur de cette réflexion, comment le risque influence nos décisions au quotidien et pourquoi il peut être un moteur puissant de changement, d'innovation pour l'accomplissement de soi? Je parle de l'accomplissement de soi parce que c'est une conversation avec chacun de vous. On est tous là, mais c'est une conversation avec chacun de vous que vous arrivez à vous poser des questions sur vous-même, sur les choix que vous faites et sur les actions que vous faites tous les jours. Mais surtout, devrions-nous dire que notre destin s'accomplit avec les formes de risque que nous prenons. Cette question, c'est la question essentielle pour nous. Est-ce que Destin, parce que bon, j'aime bien le nom du groupe Destin et Action. Parce que Action marche de pair avec évolution. C'est Action qui a un impact sur l'évolution. Un monde qui décide d'approcher chaque exercice avec chaque classe, et pas de raison de ne pas faire plus moyenne qu'un monde qui pas réviser le sol, ou bien qui réviser pendant 1 heure de temps, et puis lui-même fait 5 heures de temps pour réviser. Assimilation est faite automatiquement, puis bien pour nous, et découverte plus pour le monde qui fait 5 heures de temps, parce que le monde qui fait 1 heure de temps. Donc, action vraiment influencer choix. On parle du destin parce qu'il y a des choses dans la nature que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous dans cet univers. Mais nous sommes capables d'influencer l'avenir. Parce que nous sommes des constructions sociales, nous sommes des produits de sanglier, je dis. Et c'est des produits d'expérience que nous avons gagnés à dire que c'est la main. Aujourd'hui, sanglier, c'est quel content, quel fâché, c'est moment faiblesse, c'est moment fort, c'est choix que nous faisons pour rester consistants, c'est choix que nous faisons pour abandonner une série de projets, pour nous attacher à une série de l'autre, c'est choix que nous faisons pour nos amis soit Berry, ou bien nos amis Max, ou bien nos pas amis Max, nos amis Berry. C'est le résultat, c'est construction ça, et tout ça, il y a un risque là-dedans. On a risqué de perdre une amitié avec Berry, nous gagnons une amitié avec Max, alors qu'on a risqué de perdre une amitié avec Max. Allons dire que c'est des choses honnêtement qui font partie de la vie nous et que nous devons travailler sur nous admettre comme normal, que nous faisons partie du cycle de vie nous et que les paramètres nous pas contrôle sur nous pour nous quitter et exister. Bon, la définition sur l'incertitude qu'on a eue tout à l'heure nous fait comprendre que le risque n'est pas seulement une question de chance ou de hasard. Il s'agit d'une dynamique où la perception et la gestion jouent un rôle fondamental. Le risque, loin d'être un simple obstacle, peut devenir une source de croissance et d'opportunité lorsque nous l'abordons avec discernement et préparation. Et je pense... Merci. Et je pense, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la perception que nous avons sur les actions que nous faisons et puis la gestion que nous faisons aussi qui nous permet de gérer nos risques. On va prendre plusieurs exemples de situations que des gens, qui ont eu beaucoup plus d'expérience que nous, bien entendu, à une plus grande échelle, mais qu'on peut ramener à notre petite réalité.
pour parler de ça. Il y a Mark Zuckerberg, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre parler de lui, bien sûr. C'est le fondateur de Facebook qui répète souvent, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Par exemple, si nous décidons là de ne pas faire rien, de chita inactif, eh bien, nous avons un petit souffle, nous avons un souffle nous déjà chita. Mais vous allez voir des gens qui ont pris des risques, qui sont entrés à me dire, bon, nous avons ma garçon là, et allons dire, si nous chita là, nous décidons d'en faire comme des gens inertes, nous allons regarder, nous avons un pile de petits messieurs dans la rue qui décident à prendre risque. Quand ils ont une belle machine, bon, comme garçon, il y a une belle machine, alors parler de belles machines, nous ne pouvons pas jamais une belle machine tout, et puis nous finissons par frustrer, nous coucher, nous mourir parce que nous ne pouvons pas une belle machine. Donc, c'est toujours l'action, le risque. Pas rien qui dit que le faire une activité ou de prendre une initiative, la marcher à 100%, c'est comme pour des réactions. Ils ont pris cette initiative, pas rien qui dit qu'à 100% ils ont réussi. Mais ils ont acquis une expérience, ils ont fait quelque chose qui leur permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de ce qu'ils doivent entreprendre pour l'avenir plus loin. Napoléon Hill. Dans son célèbre ouvrage, réfléchissez et devenez riche. Bon, c'est un ouvrage de plus de lumière parce qu'il y a les secrets pour être riche dans cet ouvrage, mais non, c'est une lecture que vous devez faire pour éveiller votre esprit. Parce que je parle d'éveiller votre esprit, l'esprit, c'est bon, l'esprit, je considère ça, c'est comme un muscle. Pas un homme là qui fait sport, comme un de Max qui fait sport. Et c'est Max le code, c'est ça que c'est avec Max qui s'interagit comme exemple, mais de moment à l'autre, nous avons des bonnes choses. Heureusement. Oui, on ne peut pas faire sport? Eh bien, l'esprit, c'est comme un muscle. On va mentir? L'esprit, c'est comme un muscle. À mesure que vous faites des exercices avec votre esprit, c'est à mesure que l'esprit aussi se développe. C'est pourquoi, bon, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pour ça à l'école. C'est pour travailler l'esprit, pour les ouvrir, pour les comprendre, pour les éveiller. Parce que, réalisez pour nous, quand vous avez des moments de faiblesse et que vous rentrez au côté de Chita, vous sentez que l'esprit n'a pas mouru de temps en temps. Mais si vous sentez en détresse dans le moment, vous décidez, ah, on va à l'église là, je dis à nous. On me lever, on m'habille, on me met des belles souliers, on va à l'église là. Quand vous allez l'église, forcément, comme je l'ai dit, qui dit bonjour, qui dit bon dimanche quand même. Ou je l'ai qui sourit avant dans le quand même, qui font rejoindre en lumière des sports. Et son risque lié, parce que sinon tu pourrais rester couché et puis tant qu'on la main tomber sous vous pourrez faire. Mais non. Et dans cet ouvrage, il nous dit ceux qui prennent des risques, calculer ont l'opportunité de réussir là où les autres échouent. C'est comme, nous n'avons pas volontairement choisi l'échec. C'est comme avec la situation du pays aussi. Nous n'avons pas volontairement choisi pour échouer. Et tant qu'on a la vie, c'est tant qu'il y a de l'espoir et c'est tant que nous devons faire des choses pour que l'espoir puisse devenir une réalité dans notre vie. Ce que nous avons toujours espéré, il faut que ça arrive un jour. Vous avez l'habitude d'entendre parler aussi du film Harry Potter, dont le principal acteur c'est Harry Potter. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'auteur du texte qui a mis à ce film? Elle s'appelle Joanne Rowling, mais elle a un nom d'écriture qui s'appelle Catherine. C'est une dame qui a connu beaucoup d'échecs avant de pouvoir venir avec Harry Potter, qui connaît un succès mondial et interminable jusqu'à aujourd'hui. Ce titre n'est plus au niveau du cinéma. Ce livre passe pour un best-seller parce que dame a choisi de remplir l'échec, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a décidé que de toute façon, elle doit réussir dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle veut. Elle a même dit qu'il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre avec une telle prudence
que l'on pourrait aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Parce que le risque, ça fait partie intégrante de notre vie. C'est comme manger, boire, dormir, le risque, ça fait partie de notre vie. Par exemple, il y a une allergie avec le manger. Je l'ai mangé une fois, j'ai pris le risque. Je l'ai mangé une deuxième fois, je l'ai mangé une troisième fois. C'est juste pour me dire, est-ce que je suis vraiment allergique avec cette chose? Pour moi, c'est pas de manger vrai. Mais là, pour certains temps, là, c'est bon, je me connaissais, écoutez, pour moi, c'est la manger. Elle continue de manger, mais c'est ça qu'elle va manger. Mais, bon, c'est par rapport à ma profession aussi. Il y a des fois, bon, je suis militaire, je ne l'ai pas dit, mais si nous faisons côté. Oui, je suis militaire. Mais si nous faisons côté, mais il y a des situations, côté la privée. Pas besoin de manger normal, que j'ai accès à aller tous les jours. Son n'importe quoi, je ne peux manger. Bon, si le système va m'habituer à n'importe quoi, la bonne réaction, et puis sur le coup, on va continuer l'activité. Mais ce qui est important, c'est que je fais sur les habitudes de la salle, pas habitué. Et puis finalement, la comprendre qu'il y a des moments, c'est un détresse ou un détresse, c'est pas manger besoin, juste besoin de bagaille qui vous donne l'envie. Donc, c'est on prend des risques tous les jours. Bon, pour exemple, qui est clair, là en Haïti, nous sommes des gens à risque. Nous vivons côte à côte avec le danger tous les jours. Jusqu'à hier soir, jusqu'à ce matin, 6 heures, moi-même j'étais côte à côte avec du danger. On tirait un peu partout à moins de 5 km de chez moi. Ça dit globalement, on va tomber sous le côté couché ou bien côté petit à l'ordinateur. Donc, et m'a dit peut-être que je ne vais pas venir à jusqu'à présent. Donc, c'est tant que l'opportunité à venir, toujours de l'espoir, toujours faire un bagage, pas être inactif, et puis pour vivre dans son rivière. Donc, on disait que ces situations supposent que notre vie évolue à mesure que nous prenons des risques. Victor s'est heurté au rejet lié à sa condition d'immigrant libanais dans un Haïti où la population locale a souvent des préjugés envers les étrangers, notamment les Libanais, considérés par certains comme des étrangers dans un pays où les dynamiques sociales sont marquées par une forte homogénéité culturelle et ethnique. Il fait face à des obstacles sociaux importants, par exemple la marginalisation, la discrimination et la suspicion qui se traduisent par un rejet ouvert ou subtil des Haïtiens à son égard. Ça, nous le vivons tous les jours, même nous-mêmes, on va dire, les Haïtiens de race, d'origine, ancrés dans cette terre, nous vivons parfois la marginalisation, la discrimination et même la suspicion. Il devient vite évident qu'être un immigrant libanais en Haïti dans les années d'après-guerre n'est pas simple. Et ce n'était pas simple d'être en Haïti après la Deuxième Guerre mondiale.